c'est la troisième dimension de cette semaine, en plus de la macro, en plus des décisions de politique monétaire, nous aurons une avalanche de résultats microéconomiques et des poids lourds américains qui vont publier leurs résultats dans les prochaines heures et les prochains jours. Nous en parlons avec Grégoire Ginoux, qui est à mes côtés en plateau, gérant actions américaines chez Mansartis. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va rentrer un peu dans le détail et notamment de ce fameux groupe des GAFAM, des grandes plateformes technologiques américaines qui vont publier leurs résultats dans les prochaines heures et les prochains jours. Un mot quand même peut-être de la première salve de publication qu'on a pu avoir aux États-Unis. On a peut-être un quart du S&P 500 qui a dû publier à date autour de, j'ai pas le chiffre précis en tête. C'est de l'ordre de 30%. C'est de l'ordre de 30%. Ah. Un tiers du S&P qui a déjà publié donc ses résultats du quatrième trimestre. De manière un peu quantitative, là, quels sont les enseignements qu'on retire de cette première salve de publication, Grégoire ? Je dirais qu'on ne peut pas encore en tirer de grandes conclusions, puisque c'est essentiellement donc, des financières et quelques entreprises technologiques, et puis de manière générale d'autres entreprises. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le premier trimestre depuis longtemps où on devrait assister à des baisses de résultats par action pour les sociétés du S&P 500, de l'ordre de 3 à 5%. Dans un contexte de ralentissement des revenus autour de 4%. On n'avait pas vu ça vraiment depuis 3 ans. Et donc, si on compare ça par rapport à des moyennes historiques, les résultats au T4 sont généralement sur une moyenne 5 ans autour d'une progression de 14%. Eh oui, c'est un gros trimestre. Ouais. Et les chiffres d'affaires, c'est plutôt 8%. Bon. Ce qui est intéressant de voir, donc pour l'instant, on est plutôt sur cette tendance-là. Ouais. Avec énormément de disparités, des disparités sectorielles et au sein des secteurs, beaucoup de disparités entre sociétés. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est finalement, compte tenu du contexte qui était très très incertain, les signaux faibles ont plutôt tendance à s'améliorer en fin d'année, que ce soit sur le front du dollar. Il faut rappeler qu'à peu près 40% des revenus des sociétés du S&P 500 sont générés à l'international. La pression sur les matériaux, l'énergie s'est atténuée. Finalement, il n'y a pas de choc énergétique majeur. La consommation tient. Et donc, on ne serait en droit d'espérer un T4 finalement moins pire que... et finalement, les anticipations ont eu plutôt tendance à se dégrader dernièrement. Voilà. Alors... Traditionnellement, les sociétés du S&P 500 battent les attentes. C'est déjà le cas pour l'instant. On a à peu près, je crois, 60% de surprises positives, mais c'est un peu téléphoné. Et donc, on a plutôt matière à penser que ça va encore être le cas, sachant qu'on a récupéré un petit peu de marge de manœuvre pour le faire avec la dégradation des attentes en fin d'année. Je disais, il y a beaucoup de disparités, c'est-à-dire qu'on va avoir des sociétés dans le secteur de l'énergie où les profits vont exploser de 150%, et puis on va avoir des baisses de 10 à 15% entre la tech, Internet, communication et financière. Ça va créer des sacrés effets de base à un moment quand même. C'est certain. Ces performances et cette dispersion de performances. Peut-être plus que les résultats qui vont tomber, et comme c'est souvent le cas en début d'année, les messages communiqués par les managements sur 2023 vont vraiment être scrutés. Et généralement, on a déjà pu avoir quelques indications. J'ai en tête un Sherwin-Williams la semaine dernière qui a préparé les esprits à une année potentiellement beaucoup plus difficile, avec des baisses de résultats. Et généralement, ce sont des sociétés qui exécutent bien. Et donc, elle nous habitue à être prudente en début d'année pour... Il y a un jeu de préparation, entre ces grands corporates américains qui maîtrisent parfaitement leur communication financière pré-publication et le jeu d'anticipation des analystes et du marché. Les attentes. Voilà. Bon, mais on va suivre, effectivement, on verra. Alors, ce trimestre marquera effectivement en séquentiel une baisse des résultats des grandes entreprises américaines agrégées, en moyenne, avec ce phénomène de dispersion qu'on va pouvoir constater, Grégoire. Il y a quand même une question centrale autour de la tech. Alors, la tech, c'est très large, ça va du software à la hard tech et aux semi-conducteurs. Mais bon, on a beaucoup réfléchi à la valorisation de ces groupes l'an dernier, avec un choc de taux réel qui a
remis, on va dire, les choses à plat de ce point de vue-là. Se pose désormais quand même la question du plan de marche, du business de ces grandes entreprises, sachant que les résultats n'ont pas déçu, ou quasiment jamais jusqu'à présent, mais qu'on imagine ou qu'on peut déjà observer peut-être des petits points d'inflexion sur certaines parties justement de cet univers technologique. Des zones de doute. Alors, il faut rappeler qu'il y a, en fait, il y a plusieurs marchés dans la tech qui se recoupent parfois. Et en fait, l'exemple de Microsoft la semaine dernière est très représentatif de ces différents marchés. Donc, tout ce qui va être équipement électronique, smartphone, PC, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, ça a déjà commencé à se dégrader et c'était normal. Il y a un retour à la réalité, tout le monde s'est équipé. Ça ne fait de doute pour personne. Ouais. Et je dirais au fur et à mesure de l'été et de la suite, on a vu un ralentissement, ou du moins une crainte de ralentissement, se diffuser progressivement vers les petites et moyennes entreprises, qui sont plus sensibles à la conjoncture, plus sensibles aux hausses de coûts, plus sensibles aux problématiques de recrutement. Et la question se posait de leur capacité à continuer d'investir dans du logiciel, dans du cloud. Et donc, voilà, ce pan de l'économie donnait un petit signal faible. Du côté des grandes entreprises, là où on a des gros plans de transformation digitale, il n'y a pas vraiment eu de dégradation, mais dans la perspective d'une potentielle récession et d'une dégradation des résultats, il faut montrer beaucoup plus de rigueur et donc il n'est pas exclu que l'on ait une poursuite du ralentissement. Et ça se voit en effet sur les dépenses qui ralentissent, donc Microsoft en est le témoignage, mais je dirais il n'y a pas pour autant un changement de paradigme fort. Les investissements, notamment dans le cloud, restent très élevés. Ouais. En 2022, les dépenses dans le cloud seraient de l'ordre de 500 milliards. Ça reste une progression de quelque chose comme 19-20%. On est toujours sur une trajectoire en croissance. On a connu du 30% les 2 dernières années, avec une accélération. Ouais. Et on descend, on atterrit sur 20 dans le logiciel. Tout confondu aussi, on a un ralentissement. Mais par exemple, moi j'étais assez marqué par les commentaires de ServiceNow et de son CEO la semaine dernière. Donc dans la transformation numérique digitale, au cœur de la transformation numérique des entreprises. Quand je dis il y a 2 vitesses, c'est-à-dire qu'à la fois dans la transformation digitale, il y a les besoins de plus de capacité dans le cloud. Ouais. Ça, finalement, les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont peut-être pas besoin de consommer autant, elles peuvent rationaliser, donc ça respire un petit peu. Et puis, il y a des priorités stratégiques. Ouais. Sur l'efficacité, la productivité, automatiser davantage, réduire les coûts. Bien sûr. Et quand vous proposez des logiciels et de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, finalement, vous maintenez des niveaux de croissance qui sont encore très élevés. Ça veut dire quand même que globalement, le marché s'interroge et va s'interroger sur le nouveau régime de croissance qu'on va avoir sur cette thématique numérique, du digital, et que derrière ça, on va observer un phénomène de dispersion de plus en plus fort en fonction du positionnement de chaque acteur sur la chaîne du logiciel ou sur la chaîne du cloud. Oui, certainement. En fait, les priorités, le degré de maturité et tout dépend des besoins des entreprises à un moment donné. Là, je pense que le processus de transformation digitale restera très fort tout au long de la décennie. Mais je dirais, aucune société n'est immune à un ralentissement économique. Bien sûr. Quand bien même il ne s'est pas encore totalement produit. Et donc, par anticipation, elle doit être vigilante. Et donc, c'est normal d'observer conjoncturellement une respiration. Ouais, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on observe, et c'est pas étonnant d'ailleurs, dans la partie semi-conducteur. Là aussi, avec des discours qui sont parfois totalement opposés. Entre un Intel qui nous dit « oh là là, il n'y a rien qui va », mais bon, c'est le PC, l'électronique grand public, etc. J'ai, je sais pas, en tête l'exemple de ST Micro, une société qu'on connaît bien ici en Europe, mais parce qu'il y a eu la vision stratégique d'un management d'être positionné sur la thématique industrielle, la thématique automobile, la thématique transformation
énergétique, électrification, etc., qui fait que, semble-t-il, les tendances et les perspectives sont beaucoup mieux préservées chez un acteur comme ST Micro que chez un géant comme Intel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des problématiques qui sont propres à Intel. Et globalement, c'est vrai que le secteur des semi-conducteurs est un marqueur de l'environnement économique et de la conjoncture. Après, ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, il y a eu des pénuries et les entreprises ont eu besoin de sécuriser leurs approvisionnements. Elles ont surcommandé. On le voit à peu près dans tous les domaines. Quand le marché du smartphone ralentit, ça fait baisser les niveaux de production, même chez TSMC. Et ce qui est intéressant, c'était les commentaires justement de Texas Instruments, là aussi la semaine dernière, qui évoquaient une possible normalisation même dans l'automobile. Peut-être pas le mois prochain, mais qui se fera. Même le phénomène d'accélération de l'électrification dans l'automobile peut à un moment connaître, en dérivé en tout cas, une respiration, comme vous dites. Exactement. Ils s'y attendent. Et donc, ils le voient dans d'autres composantes, et dans d'autres marchés finaux, cette normalisation des inventaires, des stocks dans les réseaux de distribution. Et donc, forcément, on produit moins, donc les marges, il y a des taux d'utilisation qui diminuent. Et donc, il y a des marchés à plusieurs vitesses. Intel, c'est un petit peu différent. Intel, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement sur son cœur de métier historique, qui est le PC, sur lequel à la fois il perd des parts de marché et son marché est en plein retournement. Et puis une difficulté liée à son modèle économique à continuer à conserver ses parts de marché dans le cloud. Qu'il avait réussi, il avait fait une très très bonne transition dans les data centers. Et l'alliance entre les AMD, les Nvidia et le modèle ouvert de TSMC. Aujourd'hui, le modèle Intel est moins pertinent pour les clients. Il est pris entre le feu de l'administration américaine qui voudrait qu'il adopte une structure peut-être plus ouverte et qu'il produise pour les autres, et ses propres impératifs stratégiques d'allocation du capital qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est la convergence de plein de problèmes chez Intel qui fait qu'il n'est pas forcément le reflet de son industrie. Bon, nous avons eu la publication de Samsung aujourd'hui, puisqu'on était dans l'univers des semi-conducteurs. Donc à suivre, demain, après la clôture des marchés américains, la publication de Meta, ex-Facebook, je le rappelle. Et puis jeudi, toujours après clôture des marchés américains, les 3A, Apple, Alphabet et Amazon publieront leurs résultats. On aura Qualcomm également. Bref, encore une semaine intense en matière de publication d'entreprises aux États-Unis et en Europe. On a un démarrage un peu plus tardif sur les publications européennes, mais là aussi la montée en puissance va se poursuivre. On aura par exemple Dassault Systèmes qui publiera jeudi ses résultats à Paris au sein du CAC, et puis Publicis et Sanofi également qui sont attendus cette semaine au sein du CAC 40 parisien. Merci beaucoup Grégoire d'avoir été avec nous pour nous apporter cet éclairage et cette expertise sur les marchés américains, avec cette analyse notamment de l'univers tech. Grégoire Ginoux qui était invité de Smart Bourse à la mi-journée, gérant actions américaines chez Mansartis.